J'étais à 1000 kilomètres de là, à Denver, quand mon téléphone a vibré contre la table de conférence en acajou. Détection de mouvement. Salon. J'ai ouvert l'application, m'attendant à un livreur. Au lieu de cela, j'ai vu mes parents, Sandra et Steven, au beau milieu de mon havre de paix, avec un inconnu tenant un bloc-notes, un entrepreneur. Il n'arrosait pas mes plantes. Il mesurait la paroi vitrée de mon jardin hydroponique avec un mètre ruban. La voix de ma mère est sortie du haut-parleur, faible et déformée, mais indubitable. Tané a besoin de cet espace pour son studio de création de contenu. Il suffit d'abattre le mur. Morgane ne fera pas d'histoire. Elle l'acceptera. Elle avait raison sur un point. Je ne ferai pas d'histoire. Je déclarerai la guerre. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. Ce serait une solution temporaire pour un problème structurel. Il me fallait une démolition totale. J'ai fermé l'application de sécurité et ouvert mon portail de voyage. J'ai réservé le prochain vol aller simple au départ de l'aéroport international de Denver. Je ne rentrais pas voir ma famille. Je rentrais pour liquider un investissement raté. Je savais exactement quand agir. Tané n'était pas réputé pour sa discrétion. Depuis des semaines, il annonçait à ses abonnés une grande révélation ce samedi à 14 h, l'inauguration de sa nouvelle maison de production de contenu. Il voulait un public. Il voulait montrer au monde entier son succès. J'ai décidé sur le champ que je lui donnerais exactement ce qu'il voulait. Je serais son invité surprise. Le vol pour Seattle a duré 3 heures. Je n'ai pas passé une seule minute à pleurer ou à regretter la relation que je croyais avoir avec mes parents. Je l'ai passé à travailler. J'ai acheté un forfait Wi-Fi et ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'organiser les archives. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai simplement nommé « Registre ». J'ai commencé à extraire les fichiers, des relevés bancaires datant de 5 ans, l'historique de mes transactions Venmo, des contrats de prêts commerciaux signés et jamais remboursés. J'ai glissé-déposé chaque transaction dans le dossier. Il y avait ces 4000 $ pour son matériel de podcast qui prenait la poussière dans un garage. Ces 7000 $ pour son entreprise de dropshipping qui n'a jamais expédié un seul produit. Ces 10 000 $ pour la compte de sa voiture, car il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour se rendre à des entretiens d'embauche auxquels il ne s'est jamais rendu. J'ai regardé le total sur le tableur, 115 000 $. Ce n'était pas de l'aide fraternelle. C'était du détournement de fonds. Mes parents ne s'étaient pas contentés de le couvrir. Ils avaient facilité le vol de mon avenir pour financer ces chimères. Et maintenant, ils mesuraient littéralement mes murs en vue de les détruire. J'ai regardé les nuages défiler par la fenêtre. Pendant des années, j'avais traité ma famille comme un cas social, persuadé que ma stabilité financière était une ressource que je leur devais. Je pensais que si je donnais suffisamment, ils finiraient par me considérer comme une personne de valeur. Mais en regardant ces chiffres froids et durs sur mon écran, j'ai compris la vérité. Je n'étais pas un membre de la famille précieux. J'étais juste un actif qu'ils étaient prêts à exploiter. J'ai fermé le tableur et j'ai pris mon téléphone. Il y avait une personne qui pouvait encore être de mon côté, Alay, la fiancée de Tané. Elle m'avait appelé 3 fois hier, des messages vocaux, haletante et anxieuse, essayant de me prévenir. Mais j'étais trop prise par la conférence pour l'écouter. Maintenant, je comprenais pourquoi elle semblait si désespérée. J'ai tapé un SMS. J'ai regardé les images de sécurité. Je sais ce qu'ils font. J'atterris dans 2 heures. Ne leur dis pas que j'arrive. Retrouve-moi à l'aéroport. 3 points sont apparus instantanément. Puis une réponse. Dieu merci. J'ai des documents que tu dois voir. C'est pire que tu ne le penses. J'ai éteint mon téléphone et me suis adossée à l'appui-tête. La colère qui me brûlait la poitrine s'est transformée en une masse compacte et pesante comme une pierre. Je n'avais plus peur de la confrontation. Je l'attendais avec impatience. Ils voulaient faire tomber mes murs. Très bien. Mais ils avaient oublié que c'était moi qui avais construit les fondations, et je savais exactement où placer les charges pour tout faire s'écrouler. Assise dans ma voiture de location, à 3 rues de chez moi, je regardais l'horloge numérique du tableau de bord avancer vers 14 heures. Mon ordinateur portable était ouvert sur le siège passager, l'écran affichant le tableur que j'avais baptisé « Le Grand Livre ». C'était une autopsie complète de mes relations familiales, quantifiée en lignes et colonnes froides et implacables. J'ai parcouru l'historique. 5 ans, 115 000 $. Le montant était sidérant. Il y avait les 20 000 $ pour la soirée de lancement de la marque de Tané, un événement qui s'était résumé à acheter des tables dans une boîte de nuit pour des inconnus.
Il y avait les 8 000 $ pour son loyer d'urgence, lorsqu'il avait prétendu que son colocataire lui avait volé de l'argent. J'ai appris plus tard que ce dernier avait déménagé 3 mois auparavant. Des virements incessants de 5 cents, 1000, 2000 $ me saignaient à blanc, lentement mais sûrement. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ma maison, et plus précisément la véranda que j'avais transformée en jardin hydroponique. C'était mon havre de paix. J'avais passé des mois à étudier les solutions nutritives et les cycles d'éclairage. C'était le seul endroit au monde où je me sentais en paix, bercé par le doux ronronnement des pompes à eau et le parfum délicat du basilic et de la menthe. C'était un écosystème vivant qui exigeait patience, soin et respect, des qualités qui faisaient cruellement défaut à ma famille. Et ils allaient le détruire à coups de masse. Pour eux, mon sanctuaire n'était qu'un espace perdu. Ils voulaient remplacer mon jardin luxuriant par des néons, des écrans verts et une enseigne lumineuse, le monde de Tané. Ils voulaient transformer mon temple du silence en une usine à bruit. Pendant des années, on m'a demandé pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi continuais-je à signer ces chèques? Pourquoi continuais-je à répondre au téléphone, à regarder les numéros? Maintenant, je comprenais enfin les mécanismes de mon propre comportement. Ce n'était pas de la générosité. Ce n'était même pas de l'amour. Pas vraiment. C'était une réaction à un traumatisme. J'avais tissé les maillons d'une chaîne invisible toute ma vie. En grandissant, j'ai appris que l'affection de mes parents était une monnaie volatile. Si je n'étais pas utile, j'étais invisible. Si résolvais pas un problème, j'en créais un. Alors, j'ai appris à les flatter. J'ai appris à anticiper leurs besoins et à payer pour obtenir leur approbation avant même qu'ils ne la demandent. Je m'étais persuadée que si je payais suffisamment, si je réussissais suffisamment, je pourrais m'acheter une place de choix dans cette famille. Les 115 000 $ n'étaient pas un prêt. C'était une taxe de survivant. Je payais une forme de protection à ceux qui étaient censés me protéger. Je pensais que cet argent était un pont entre nous, mais c'était en réalité un mur. Tant que je payais, ils n'avaient pas besoin de me voir comme une personne. Ils n'avaient besoin de me voir que comme une ressource. Mais la banque était fermée. L'abonnement avait expiré. J'ai regardé une dernière fois l'application de sécurité sur mon téléphone. Je les voyais bouger à l'intérieur de ma maison. Ils riaient. Ma mère montrait du doigt le fauteuil vintage de ma grand-mère, ordonnant à Tané de le traîner sur la pelouse humide pour faire de la place à son matériel. Ils semblaient si à l'aise dans leur vol. Ils se croyaient propriétaires de moi parce que j'avais passé ma vie à me laisser louer par eux. J'ai claqué l'ordinateur portable. Je n'allais pas seulement les expulser de chez moi. J'allais aussi expulser la petite fille apeurée en moi qui pensait devoir payer pour avoir le privilège d'exister. J'ai démarré la voiture. Il était temps de rentrer. Samedi, 14 heures. J'ai garé ma voiture de location au bout de la rue et j'ai observé. L'invasion avait déjà commencé. Mon application de sécurité m'avait alerté pendant la dernière heure, mais le voir en vrai, c'était différent. Ce n'était plus juste des pixels sur un écran. C'était une violation de domicile. Mon allée était pleine. La voiture de sport de location de Tané était garée en travers, occupant 2 places. Le SUV de mes parents était sur la pelouse, les pneus s'enfonçant dans la terre meuble que j'avais passé des week-ends à aérer. La porte d'entrée était grande ouverte. Je voyais des gens entrer, pas seulement ma famille, mais aussi des inconnus. L'équipe de Tané, des jeunes avec des caméras et des éclairages annulaires, qui traitaient ma maison comme un parc public. Je me suis dirigée vers la maison. Le son d'une musique aux basses puissantes résonnait à l'intérieur, faisant vibrer les fenêtres. Le fauteuil vintage de ma grand-mère, celui que j'avais restauré à grands frais, trônait sur la pelouse. On l'avait déplacé pour faire de la place, abandonné sur l'herbe mouillée comme un déchet. Une canette de boisson énergisante à moitié vide était en équilibre sur son accoudoir en velours. J'ai mis le pied sur le perron. Ma mère, Sandra, se tenait dans le hall d'entrée, donnant des instructions à 2 amis de Tané qui transportaient un grand écran vert. Elle avait l'air radieuse, pleine d'énergie, comme toujours lorsqu'elle se plie aux caprices de Tané. « Attention à ça », disait-elle. « Il faut que l'éclairage soit parfait pour la diffusion en direct. » Elle se retourna et me vit. Un instant, elle resta figée. Puis son expression passa de la surprise à l'agacement. « Morgane, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais à Denver jusqu'à mardi. » « Je suis rentrée plus tôt, » dis-je d'un ton neutre. « Je voulais voir les travaux. » « Oh, ne commence pas, » rétorqua-t-elle sèchement en agitant la main d'un air dédaigneux. « On réorganise juste un peu pour Tané. Il a un événement important aujourd'hui. Tu devrais être contente pour lui. Il y arrive enfin. »« Y arrive ?» répétai-je en abattant mes cloisons. « Ce n'est qu'un mur, Morgane. Et ses plantes. »
Franchement, c'était du gâchis. Tané a besoin d'espace pour créer. Tu devrais te détendre, de toute façon. Tu es toujours si tendu. Je la dépassai pour entrer dans le salon. Il était méconnaissable. Mes meubles avaient disparu, remplacés par des poufs et des trépieds. Et là, au milieu de la pièce, devant un anneau lumineux de la taille d'un pneu de tracteur, se tenait Tané. Il tenait son téléphone à la main, parlant à un public invisible, la voix aiguë et hystérique. Yo, quoi de neuf les gars? Bienvenue à la maison. On est en direct du nouveau QG. C'est ici que la magie opère. On a les graphiques crypto. On a le setup gaming. Il s'est arrêté net en me voyant dans le champ. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'il ne tente de se reprendre. Yo, regardez qui voilà. Invité spécial. Ma sœur Morgane vient d'arriver pour fêter le lancement. Passe le bonjour au stream, Morgane. Il a essayé de me prendre par le bras pour m'entraîner dans son délire. J'ai reculé. La caméra tournait toujours. Les commentaires défilaient sur l'écran de son téléphone. Des milliers de personnes regardent. Parfait. Je ne suis pas là pour fêter ça, ai-je dit en fixant l'objectif de son téléphone. Je suis là pour te virer. Tané a ri, un rire nerveux et saccadé. Typique de Morgan. Toujours à rigoler. Les gars, elle est trop drôle. Je ne plaisante pas, ai-je dit, ma voix coupant court à son numéro. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Ceci est une mise en demeure. Et ça, dis-je en brandissant l'épaisse pile de papier, c'est le grand livre. Morgan, a read. Mon père, Steven, est apparu de la cuisine, le visage rouge et furieux. Tu le fais honte. Range CA. Non, dis-je. Je me suis retourné vers la caméra. Pour ceux qui nous regardent, je m'appelle Morgane. Cette maison m'appartient. Tané n'habite pas ici. Il vit au sous-sol chez nos parents. Et ce succès dont il se vante. Il a été financé par 115 000 $ qu'il m'a volé ces 5 dernières années. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. La musique s'est arrêtée. Tané a regardé son téléphone, puis moi, le visage blême. Éteins-le, a-t-il sifflé. Coupe le flux. Pourquoi? Ai-je demandé. Tu ne veux pas que tes fans voient qui tu es vraiment? Celui qui emprunte pour payer son loyer et dépense tout en bouteilles de champagne? Celui qui a besoin de sa mère pour s'introduire chez sa sœur? J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier relevé bancaire. 12 août, 4 000 $ pour du matériel de podcast. Aucun épisode enregistré. 15 septembre, 7 000 $ pour une licence commerciale. L'entreprise n'existe pas 4 janvier, 10 000 $ pour un acompte sur une voiture. Où est la voiture? Tané? Ça suffit. Ma mère m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Tu gâches son grand moment. Comment peux-tu être aussi égoïste? J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Egoist? Tu mesures ma maison pour la démolir pendant que je suis absent, et c'est moi l'égoïste. On allait te le dire, a-t-elle pleuré. On voulait juste que ce soit une surprise. Une surprise? Ai-je dit, comme la fois où tu m'as surpris en lui donnant mon argent pour ses études, ou celle où tu t'es porté garant pour ses prêts avec mon crédit. Tané s'est jeté sur le téléphone pour couper la communication, mais il a laissé tomber. Le téléphone tomba lourdement au sol, l'écran toujours allumé. Les commentaires s'enflammaient. Est-ce vrai? A-t-il vraiment volé sa sœur, cette arnaqueuse? C'est du pipeau. Je baissai les yeux vers le téléphone, puis les relevai vers mon frère. Ce n'était pas un magnate. Ce n'était pas un influenceur. C'était un enfant dans un corps d'adulte, terrifié parce que la vérité avait enfin éclaté. Sortez, dis-je. Vous tous, sortez de chez moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Balbutia mon père. On est une famille. Plus maintenant, rétorquai-je. Vous n'êtes plus que des intrus. Je ne cédais pas. Je restais sur mes positions tandis que mon père, le visage rouge écarlate, continuait de s'agiter. Mais avant qu'il ne puisse se lancer dans une nouvelle défense de son fils chéri, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Allez entra. Tané releva brusquement la tête. Chéri, qu'est-ce que tu fais là? Dis-leur de partir. Dis-leur qu'ils sont en train de tout gâcher. Allais ne le regarda pas. Elle me regarda, hocha légèrement la tête d'un air sombre, puis se dirigea vers le centre de la pièce. Elle tenait une enveloppe Kraft. Elle paraissait calme, mais ses jointures étaient blanches à force de serrer le papier. Je ne suis pas là pour t'aider, Tané, dit-elle d'une voix tremblante qui gagnait en assurance à chaque mot. Je suis là pour mettre fin à tout ça. Mettre fin à quoi? Tané rit nerveusement,
jetant un coup d'œil au téléphone posé au sol, réalisant que la diffusion était toujours en direct pour des milliers de personnes. Chérie, voyons. Pas maintenant. Si, maintenant, dit Haley. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit un document. Épais, il avait l'air d'un document officiel. Tu reconnais ça? Tané plissa les yeux, puis ses yeux s'écarquillèrent. La panique, réelle et viscérale, traversa son visage. Où as-tu trouvé ça? Dans la boîte à gants de ta nouvelle voiture, répondit Haley. Celle que tu m'as dit avoir achetée avec tes gains en crypto-monnaie. Celle que tu disais avoir entièrement payée. Elle brandit le document devant la caméra au sol, puis le tourna vers mes parents. C'est un contrat de location pour un SUV de luxe à 68 000 $. Mais regardez la signature en bas. Mon père plissa les yeux. C'est écrit Morgan. Exactement. Haley a dit qu'il n'avait pas acheté la voiture, qu'il l'avait louée, et qu'il avait falsifié la signature de Morgan comme cosignataire parce que sa cote de crédit est catastrophique. J'ai eu le souffle coupé. Je lui ai arraché le papier des mains. Il était là, mon nom inscrit d'une écriture qui s'efforçait tant bien que mal de ressembler à la mienne, mais qui portait les marques distinctives de l'écriture de Tané. Il avait usurpé l'identité de sa propre sœur. Tu as falsifié ma signature, ai-je demandé d'une voix à peine audible. Tu as volé mon identité. Ce n'était qu'une cosignature, a hurlé Tané, désespéré. Maintenant, j'allais payer les mensualités. J'avais juste besoin d'un petit coup de pouce pour que le prêt soit accepté. La voiture fait partie de la marque. Morgan, il faut investir pour gagner de l'argent. Tu as commis un crime, ai-je dit. Ce n'est pas de l'argent dépensé. C'est de la fraude. Mais Haley n'en avait pas fini. Elle replongea la main dans l'enveloppe. Il y a autre chose, dit-elle. Et cette fois, elle regarda mes parents avec pitié. Morgan, quand tu m'as envoyé un texto à propos des images de la caméra de sécurité, j'ai mené mon enquête. J'ai vérifié la solvabilité de tous les membres de cette maison. Elle sortit 2 autres feuilles de papier. Sandra, Steven, savez-vous que vous avez 3 cartes de crédit à vos noms, ouvertes il y a 6 mois et dont le solde est atteint? Ma mère cligna des yeux, perplexe. Quoi? Non, pas du tout. On n'a qu'une seule carte pour les urgences. Plus. Maintenant, dit Haley. C'est Tané qui les a ouvertes. Il a utilisé vos numéros de sécurité sociale. Il a accumulé 40 000 $ de dettes à vos noms pour financer son train de vie. Il n'a pas fait un seul paiement. Vous êtes en défaut de paiement. Votre solvabilité est ruinée. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Le téléphone de mon père vibra. Il le sortit en fronçant les sourcils. C'était une alerte de surveillance de crédit. Il fixait l'écran, le visage décomposé. Il leva les yeux vers Tané, puis vers les papiers dans la main d'Haley, et enfin il comprit. Tu nous as volés, murmura mon père. Après tout ce qu'on t'a donné, après avoir hypothéqué la maison pour tes frais d'avocat la dernière fois, tu nous as volé nos identités. Tané reculait en secouant la tête. Je comptais rembourser dès que ma formation en crypto-monnaie décollerait. Je comptais tout rembourser avec les intérêts. Vous n'avez aucune vision. Vision? J'ai dit, vous avez ruiné vos propres parents. Vous avez volé mon identité. Vous étiez sur le point de détruire ma maison. Ce n'est pas de la vision, Tané. C'est de la prédation. Je regardais mes parents. Ils étaient là, anéantis. Le fils qu'ils avaient protégé, le fils qu'ils avaient choisi à ma place à maintes reprises, les avait dévorés vivants, et ils n'avaient même pas senti les dents de la bête avant qu'il ne soit trop tard. Partez, répétai-je. Tous, maintenant. Ma mère me regarda, les larmes ruisselant sur ses joues. Morgan, s'il te plaît. On ne savait pas, tu ne voulais pas savoir, dis-je. Tu étais tellement occupé à le glorifier que tu n'as pas vu qu'il te détruisait. Et tu étais tellement occupé à me détruire que tu n'as pas vu que j'étais la seule à te soutenir. Je désignai la porte du doigt. Partez avant que j'appelle la police et que je rajoute l'accusation d'intrusion à la liste des chefs d'accusation. Ils partirent, mon père titubant comme un vieillard, ma mère sanglotant, Tané courant vers sa voiture de location qui allait être saisie. Haley resta un instant. Je suis désolée, dit-elle. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Tu me l'as dit quand c'était important, dis-je. Merci. Elle hocha la tête et sortit, refermant la porte sur les décombres de ma famille. Je restai là, dans le silence de ma maison, la lumière annulaire toujours allumée, l'écran vert toujours en place, mais le bruit avait disparu. Les parasites étaient partis. J'ai ramassé le téléphone de Tané par terre. La diffusion s'était arrêtée avec la batterie à plat. Mais les commentaires, eux, étaient éternels,
tout comme la vérité. Je me suis dirigée vers le mur de mon jardin. Il était toujours là. Il n'y avait pas encore touché. J'ai posé la main contre le verre, sentant sa fraîcheur. Mon refuge était en sécurité. L'affaire était close. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement une survivante, j'étais une victorieuse. La police est arrivée 12 minutes plus tard. Je les avais appelés moi-même, en précisant clairement que des intrus s'étaient introduits chez moi et refusaient de partir. 2 agents sont arrivés dans l'allée, le visage impassible et professionnel. Je les ai accueillis sur le perron et leur ai remis une clé USB contenant les images de la caméra de surveillance, l'enregistrement de la diffusion en direct, ainsi que les copies numériques du bail falsifié et des rapports de solvabilité. Il est à l'intérieur, ai-je dit en désignant Tané, assis par terre, la tête entre les mains. Tané. Il a usurpé mon identité et celle de nos parents. Il s'est introduit chez moi et a commis des dégradations. Les policiers entrèrent. Je les observais depuis l'embrasure de la porte, tandis qu'il parlait à Tané. Il tenta d'abord de protester, sa voix rauque et éraillée, prétendant qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une dispute familiale. Mais Haley leur tendit alors la copie du bail falsifié. Le policier l'examina, regarda Tané, puis sortit ses menottes. Tané, levez-vous. Les mains derrière le dos. Ma mère hurla. Un cri bestial résonna dans toute la maison. Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Ce n'est qu'un enfant. Il ne l'a pas fait exprès. Elle se précipita en avant, saisissant le bras du policier. Il la repoussa doucement mais fermement. Madame, reculez. Votre fils est en état d'arrestation pour fraude et usurpation d'identité. Morgan, arrêtez-les. Hurla-t-elle en se tournant vers moi. Son visage était déformé par le désespoir. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur que tu lui as donné la permission. C'est ton frère. J'essayais de déchiffrer son expression, cherchant une trace d'instinct maternel. Mais je n'ai trouvé que la panique d'une complice qui perdait son sang-froid. Elle regardait son fils se faire menotter pour usurpation d'identité, pour avoir ruiné son crédit, pour avoir presque détruit sa vie. Et elle essayait encore de le sauver. Elle essayait encore de me sacrifier pour y parvenir. Je ne lui avais pas donné la permission. J'ai dit au policier, portez plainte pour tout. Monstre, a hurlé mon père. Tu détruis cette famille. Tu envoies ton frère en prison. Non, dis-je d'une voix calme, presque ennuyée. Il s'est fait emprisonner en signant mon nom. Et tu l'as aidé à faire ses valises en lui apprenant qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. Ils ont emmené Tané. Il pleurait, suppliant, les yeux grands ouverts, terrifié. Je ne ressentais rien, ni satisfaction, ni pitié, juste la froideur d'une dette réglée. Mes parents étaient restés, blottis l'un contre l'autre dans le salon, au milieu des décombres de l'empire raté de leur fils. Ils paraissaient petits, vaincus, et inévitablement, ils ont reporté leur colère sur moi. On va perdre la maison, dit mon père d'une voix tremblante. À cause de ces cartes de crédit? On ne peut pas les rembourser. On va se retrouver à la rue, et c'est de ta faute. Ma faute? Demandai-je. Est-ce que j'ai utilisé les cartes? Est-ce que j'ai dépensé l'argent? Tu as appelé la police, hurla-t-il. On aurait pu arranger ça. On aurait pu trouver un arrangement. Maintenant, il a un casier judiciaire. Maintenant, nous n'avons plus rien. Je les ai regardés et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas seulement du déni. C'était de la survie. S'ils admettaient que Tané était un monstre, ils devaient admettre qu'ils en avaient élevé un. S'ils admettaient qu'ils les avaient volés, ils devaient admettre que leur amour était une faiblesse qu'il avait exploitée. C'était plus facile de me blâmer. C'était plus facile de me faire passer pour le méchant que de se regarder en face et de voir à quel point ils étaient devenus stupides. Je vous donne une interdiction formelle d'entrée, ai-je dit. Si vous revenez ici, vous serez arrêtés, vous aussi. Sortez. Tu ne peux pas faire ça, murmura ma mère. Nous sommes tes parents. Vous étiez mes parents, dis-je. Maintenant, vous n'êtes plus que ceux qui ont cambriolé ma maison. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et la maintins ouverte. Ils me fixèrent longuement, attendant que je craque, attendant le retour de la fille qui réparait toujours tout, mais elle était partie. Je l'avais mise à la porte, elle aussi. Ils sortirent. Je mis en œuvre le protocole de sortie. La porte se referma avec un clic, scellant le périmètre. Puis j'enclenchai le verrou. Le clic résonna dans la maison silencieuse comme un coup de feu. Plus de 3 mois passèrent. La paroi de verre est toujours là. Le maître ruban de l'entrepreneur n'est plus qu'un lointain souvenir, remplacé par le goutte à goutte régulier et rythmé de la solution nutritive.
Mon jardin hydroponique non seulement survit, mais prospère. Le basilic est devenu si dense qu'il frôle la vitre, et le parfum de menthe et de mélisse embaume l'air, pur, vif et rien qu'à moi. Il pleuvait à Seattle. Une nappe d'eau grise ruisselait sur les vitres, rendant la chaleur intérieure presque luxueuse. Je me suis préparé 3 tasses de thé avec les feuilles de menthe poivrée que j'avais cueillies le matin même. Je n'étais pas seule. Tante Suzanne était assise dans le fauteuil, celui de ma grand-mère, que j'avais récupéré sur la pelouse et fait nettoyer par un professionnel. À côté d'elle se trouvait Haley. Elle ne portait plus sa bague de fiançailles. J'ai eu des nouvelles de ma sœur hier, dit tante Suzanne en soufflant doucement sur son thé. Elle ne me regarda pas. Son regard se perdait dans la pluie. La banque a finalisé la saisie mardi. Ils vont emménager dans un petit appartement de 2 pièces près de l'aéroport. Ils vont bien ? Demanda Haley d'une voix prudente. Ils sont vivants, répondit Suzanne. Ils continuent de payer l'avocat de Tanné. Et ils continuent de clamer à qui veut l'entendre que Morgan leur a volé leur retraite. Je pris une gorgée de thé. La chaleur du liquide était réconfortante. J'attendais que la culpabilité me submerge. J'attendais cette sensation familière d'oppression dans la poitrine. Cela me disait que j'étais une mauvaise fille, que je devais réparer les choses, que je devais encore faire un chèque pour les sauver des conséquences de leur propre idolâtrie. Mais la culpabilité ne vint pas. Il n'y avait que le goût de la menthe poivrée et le bruit de la pluie. Laisse-les parler, dis-je. Ils ont besoin d'un coupable. Si me blâmer leur permet de dormir sur leurs 2 oreilles, qu'il l'est. C'est la dernière chose que je leur donnerai. Je me suis approché de mes plants de tomates. Une feuille jaunissante se trouvait près de la base d'une tige saine. Elle absorbait l'énergie du fruit, s'accrochant à la tige, même si celle-ci était déjà morte. J'ai pris mon sécateur et les coupé d'un coup net et précis. Pendant 32 ans, j'ai cru que la famille était un état permanent. Je pensais que l'ADN partagé était un sacrilège suicidaire, qu'il fallait se noyer. Ensemble si l'un d'entre nous refusait de nager. Mais lorsque la feuille morte est tombée dans ma main, j'ai enfin compris la vérité. La famille n'est pas un droit. C'est un titre qui se mérite chaque jour. La biologie fait de vous des proches. Le respect fait de vous une famille. J'avais passé ma vie à arroser une plante morte, espérant qu'elle fleurisse, sans me rendre compte que la pourriture se propageait aux racines. Les couper n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de survie. Je n'ai pas perdu de famille. J'ai taillé la pourriture pour pouvoir enfin grandir. J'ai changé de numéro ce matin, leur ai-je dit en laissant tomber la feuille morte dans le jardin. Composteur. Ils ne peuvent plus m'atteindre. Haley sourit, un sourire sincère et fatigué. La paix te va bien, Morgan. C'est vrai, dis-je. Je regardais autour de moi. Plus de projecteurs. Plus de hurlements. Juste le doux ronronnement des pompes à eau, l'odeur de la vie et les gens qui me voyaient vraiment. Je n'étais plus la banque invisible. J'étais le jardinier, et mon jardin était enfin débarrassé des mauvaises herbes. Si vous avez déjà dû tailler une feuille morte pour sauver l'arbre, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.